J'en parle avec la présidente de la FTQ, Magali Picard. Bonjour, Madame Picard. Bonjour, Madame Bégin. Donc, la grève commence lundi. Quels seront les effets de vos moyens de pression sur la population au Québec? Ben, écoutez, malheureusement, les effets seront quand même importants. Je veux quand même, d'entrée de jeu, rassurer la population qui aura besoin de services hospitaliers. Probablement que tout le monde sait qu'il y a des négociations qui se font pour un personnel qu'on appelle essentiel. Donc, les gens là qui soient pas trop inquiets, s'ils ont besoin de consulter, aller dans les hôpitaux, oui, ils vont voir des manifestants, mais ils vont avoir accès. Notre priorité, bien entendu, c'est la sécurité de tout le monde. Par contre, pour les parents qui amèneront leurs enfants dans les écoles, ils doivent savoir que les services de garde seront fermés lundi matin, que les écoles, certaines écoles ont décidé de fermer pour l'avant-midi, d'autres vont réouvrir à 10h30, mais ça prendra du transport pour nos enfants. Donc oui, beaucoup d'inconvénients. On en est navré. On souhaitait sincèrement être capable d'éviter tout ça, mais il faut croire que tous les messages et tous les rendez-vous qu'on a offerts au gouvernement de François Legault et à la ministre Lebel ont été sans réponse. Alors, les travailleuses et travailleurs de l'État sont obligés d'aller de l'avant avec ces moyens de pression-là. Oui. Parlons justement des négociations avec le gouvernement du Québec. Ça achoppe surtout sur les salaires. Est-ce que vos demandes respectent la capacité de payer des Québécois? Moi, je vous remercie pour cette question-là parce que le gouvernement commence à utiliser cet argument-là et je trouve ça très arrogant de leur part pour plusieurs raisons. D'abord parce que le gouvernement nous dit est-ce que les Québécois, Québécoises ont cette capacité de payer là? Chaque 1% qu'on donne aux travailleurs de l'État équivaut à 600 millions de dollars des contribuables. C'est le même gouvernement qui, il y a quelques semaines, quelques mois, avant les élections, après les élections, a choisi d'envoyer des chèques cadeaux de 500 dollars à la population. Ça a coûté 7 milliards de notre argent public. Ensuite, c'est le même gouvernement qui s'est dit tellement riche qu'il pouvait réduire les impôts au Québec, nous alléger le fardeau fiscal. Ça, c'est un autre 7 milliards que le gouvernement a dépensé pour très peu de résultats. C'était un gros coup de publicité de la part du gouvernement. Mais en réalité, aux travailleuses, aux citoyens, ce que ça a fait, pour certaines familles, c'est 8 dollars net par année. Pour les mieux nantis, ça donne jusqu'à 120 dollars d'économie d'impôts. Donc, un gros coup d'éclat pour très peu de résultats. C'est pas ce qui va faire en sorte que la population va mieux subir l'inflation dans laquelle on est. Et là, tout d'un coup, lorsque c'est le temps de payer ces travailleurs et travailleurs des services publics, ben là, ça commence à être pesant pour la population. Même gouvernement qui a s'est doté d'une augmentation de salaire de 30% en 2023, énorme. 30% sur les salaires des députés et des ministres, c'est bien davantage que 20% sur les travailleurs dans nos services publics. Et là, je pourrais continuer comme ça. Un gouvernement qui a offert 21% à la Sûreté du Québec. Donc, très difficile de comprendre les décisions de ce gouvernement-là et pourquoi il demande à ces gens de subir et d'être obligés de se battre comme ça pour aller chercher, dans le fond, leur dû, suivre l'inflation et être capable d'attirer à nouveau des travailleurs au gouvernement du Québec. À part les salaires, est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui posent problème en ce moment? Absolument. Tout le monde est très conscient, je pense, de la lourdeur de l'administration à l'intérieur de nos services publics. Donc, de notre côté, ce qu'on demande, c'est vraiment d'alléger les formulaires, la paperasse que l'on doit traiter, que notre monde doit travailler, de se moderniser, c'est en est une chose. Ensuite, le travail supplémentaire obligatoire, l'aide à la classe, il y a beaucoup d'enjeux sur lesquels on n'a pas encore trouvé de point d'entente, de terrain d'entente aux négociations. Et ça, c'est toujours là. C'est toujours parmi nos priorités. On sait que la pandémie a mis en lumière des problèmes majeurs dans le système de santé au Québec. À quel point il y a du rattrapage à faire en santé? Je dirais que la tâche est très, très, très grande. On a un travail gigantesque à faire et ça, ce n'est certainement pas en négociant sur la place publique comme on fait de toutes parts depuis près d'1 an maintenant. Ce que ça prend, c'est vraiment des discussions franches et honnêtes et un peu plus d'écoute de la part des gens sur le terrain. Oui, la lourdeur du système, elle est là. Nos pratiques, écoutez, là, c'est pas une cachette pour personne. On utilise encore les télécopieurs à l'intérieur de nos établissements. Il n'y a pas un établissement au Québec qui utilise les mêmes formulaires de référence. C'est extrêmement lourd. On a tout un virage à faire. Donc, on en parle, on veut en parler aux tables de négociation.
Nous sommes toujours dans les priorités ministérielles, mais là, l'heure tarde et on a besoin d'amener nos propositions aux responsables du Conseil du Trésor, ce qui est malheureusement pas encore fait. Vous avez rencontré récemment Justin Trudeau à Montréal pour parler d'enjeux qui vous tiennent à cœur, entre autres l'assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers de l'Est du Québec et aussi une possible loi anti-briseurs de grève. Avez-vous l'impression que ces dossiers vont avancer plus rapidement à partir de maintenant? J'ai envie de vous dire oui. On a même eu l'assurance de la part du premier ministre Trudeau que le projet de loi anti-briseurs de grève, vous savez, ça n'a jamais existé au niveau fédéral pour tous les travailleuses et travailleurs sous juridiction fédérale, il n'y en a jamais eu, devrait être déposé avant les fêtes. Et là, le premier ministre nous l'a répété à 2 reprises que pour lui, c'est un dossier réglé, que son projet de loi était pour être déposé. On sait que ça vient également d'une entente avec le NPD lorsqu'ils ont décidé là, de travailler ensemble pour garder ce gouvernement en vie, gouvernement minoritaire. Alors, ce qu'on sait, en tout cas, c'est que ça devrait être déposé d'ici décembre, ce qui est une excellente nouvelle. Et bien entendu, il y avait d'autres dossiers comme l'assurance-emploi. Est-ce qu'on sent qu'il y a un appétit de la part du gouvernement à faire une réforme de l'assurance-emploi alors que nous sommes en dans une période de plein emploi où le taux de chômage est au plus bas? Certainement pas, mais une ouverture à peut-être amender la loi sur l'assurance-emploi pour faire en sorte que nos travailleurs qui sont dans des domaines saisonniers, et là, je l'ai dit, c'est pas des travailleurs qui veulent travailler juste de façon saisonnière, c'est leur expertise, c'est leur travail qui fait en sorte qu'ils peuvent pas travailler 12 mois par année. On a besoin de ces gens-là. On veut pas qu'ils changent de domaine parce qu'on serait drôlement mal pris lorsque la saison revient à son plus fort au niveau économique. Alors, il faut que le gouvernement trouve une solution pour être capable de les soutenir 12 mois par année avec l'assurance-emploi. Et je dois vous dire que les discussions ont été très positives, très constructives. D'ailleurs, suite à cette rencontre-là avec le premier ministre, je vais rencontrer le ministre Boissonnault, responsable de l'assurance-emploi, dans les prochaines semaines. Alors, on a beaucoup d'espoir pour qu'il y ait un aménagement, en effet, qu'on vienne répondre à ce besoin-là, qui a toujours été important, mais qu'en pleine période inflationniste comme on vit actuellement, qui est d'autant plus important. Alors, on va suivre cette rencontre avec le ministre Boissonnault. Magali Picard, présidente de la FTQ, merci beaucoup. Merci. Merci pour votre invitation. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.